Liberté. Bonjour, nous filons au cinéma avec mon complice Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Et je ne vous ai pas suivi, vous aviez dit le dernier paire de culture que vous ne vouliez pas voir jamais entre amis. Alors j'ai voulu vous tester, je suis allée voir le film et vous aviez raison. Mais vous savez, le mot-clé dans « jamais entre amis », c'est « jamais ». Donc ça veut dire qu'il ne faut jamais le voir. Alors c'est l'histoire d'une... Le jour où ça passe à la télé, on peut en profiter pour faire ça. C'est tout de même signifiant, oui. Le critique fait toujours son miel des instants qu'il perd dans une salle obscure. Et c'est l'histoire, c'est un film américain, c'est l'histoire d'une addiction sexuelle. Ce sont deux jeunes gens qui perdent leur pucelage ensemble à 18 ans. Ils se quittent, ils se perdent de vue et ils se retrouvent 10 ans plus tard dans un état de misère mentale intense parce que ils vont... Alors là, je vais citer le langage du film. Ce n'est pas mon langage habituel, rassurez-vous, mais ils vont de plan cul en plan cul. C'est comme vous dites, on met des petites exclamations entre guillemets, et avec des pincettes, comme aurait dit Pierre Desproges. Et tous ces plans sont foireux au maximum, et ils sont très malheureux tous les deux. Et donc, notamment elle, qui est très jolie, qui se fait avoir par un gynéco extrêmement malhonnête avec elle, et elle est toujours accrochée à son portable en attendant un message de cet homme. Et c'est donc l'histoire d'une addiction. Oui. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aux États-Unis, les thérapeutes sexuels font fortune, tellement il y a de problèmes de ce côté-là. Nous n'y en sommes pas encore, mais ça va venir. Voilà. C'est quand même un peu lourd, parce qu'il y a vraiment des scènes un peu épaisses. Et puis alors, c'est filmé à New York, et le cinéaste veut nous montrer combien New York est belle, avec des procédés de films modernes, avec beaucoup de lumière, avec New York sous la pluie, New York la nuit, New York et la rivière. Vous savez, c'est Martine à la ferme, Martine va à l'école, c'est New York sous la pluie, New York sous la neige, New York au bord de l'eau. Sociologiquement, si vous voulez, c'est intéressant, parce que, encore une fois, cela montre cette misère sexuelle effrayante d'un certain nombre de jeunes, notamment, puisque c'est le milieu d'étudiants, et à quels excès et à quelle tristesse on arrive quand on ne maîtrise pas tous ces instincts, mais la réalisation est un peu dure. En réalité, la réalisation est très américaine, et c'est pour ça qu'un esprit français, très français comme le mien, a de la peine à supporter la démonstration. Parce que, voilà. C'est donc un film lourd et sans propos, qui est donc toujours en salle et qui le sera probablement plusieurs semaines, puisque c'est un film idiot. Et comme beaucoup de films idiots, ça reste longtemps en salle. Et vous alors? Alors moi-même, j'ai mouillé la chemise, comme on dit entre nous, ma chère Anne, et j'ai vu 2 films américains cette semaine. 2 films américains. Un premier, qui est ce qu'on pourrait appeler une bouse, dans le jargon, qui s'appelle Prémonition. Le deuxième qui est un peu mieux, qui s'appelle Life. Donc je vais vous parler, si vous voulez bien, du premier, le premier Prémonition. Donc grosse surprise dans le cinéma américain où l'on n'a jamais vu ça, c'est l'histoire d'une équipe de policiers qui suit un meurtrier en série. Je vous dis, c'est du jamais vu. Sauf que, attention, c'est tous les après-midi sur la télévision. Il y a un policier. Et toutes les nuits. 40 ans, marié, pas divorcé, un enfant, un petit peu de barbe. Il est atteint d'une grave maladie, mais il peut... Cancer en phase terminale. Mais il peut quand même courser avec son gilet pare-balles un dangereux criminel sans aucun souci. Et puis, il y a une fille qui évidemment est brillante, diplômée de psychologie au plus haut niveau, qui est donc... C'est un film américain, elle est... Noir. Blonde. Ah non, là c'est blonde. Blonde à forte poitrine, habillée en noir et blanc très moulant, façon FBI, et qui tire évidemment avec la précision d'un Lucky Luke en herbe. Bon,
Ce préalable étant passé, on voit une série de meurtres. Je remercie ces films qui nous donnent l'occasion de vous écouter, c'est délicieux. Qui concernent donc des gens dont on devine petit à petit qu'ils sont atteints de maladies incurables. Et là, on aborde une question rarement vue aussi par les temps qui courent, c'est celle de l'euthanasie. Ah oui. Jamais vu. Là encore, un sujet totalement innovant. Pas du tout dans l'air du temps. Pas du tout dans l'air du temps. Et donc, le meurtrier en série est atteint d'un don de prémonition. Et il sait que les gens sont atteints d'une maladie incurable. Et il sait qu'ils vont être dans des souffrances absolument atroces. Et donc, il les tue. Libérateur, pour leur bien, il les tue. Voilà. Comme l'État se prépare à le faire en France, sauf que là, c'est un homme. Enfin, ça, c'est l'idée originale, le criminel qui tue par bonté d'âme. Par bonté d'âme, voilà. C'est quand même formidable, sauf que, évidemment, d'où le titre, prémonition, puisque le meurtrier a des prémonitions. Mais il est capable. Ça se termine, parce que bon. Je vous le dirai après. Oui. Mais là, attention, grosse surprise et rebondissement jamais vu. Le FBI a aussi un type qui travaille pour eux et qui lui aussi a des prémonitions. Et c'est donc prémonition man gentil contre prémonition man méchant. Hyper original. Et les deux vont de prémonition en prémonition réussir à aboutir à la finalité de la chose qui est que, alors je vous passe tous les délires christiques qui émaillent le film avec des croix, le méchant qui à un moment se met en croix comme le Christ, peu importe. Et le méchant avait prévu sa propre mort et va être tué par le gentil en essayant de le convaincre de prendre le relais parce qu'il faut bien quelqu'un pour soigner les âmes innocentes. Et évidemment, le gentil gagne et on ne sait pas trop si il va rester gentil ou pas, mais il retrouvera sa femme qu'il aimait mais avec qui il était séparé et la gentille blonde qui devait mourir, on le voyait au début dans les premières prémonitions, finalement ne meurt pas. C'est la gentille. Elle est donc sauvée et alléluia, le FBI a gagné contre le tueur en série le plus ultime de tous les temps puisqu'il prévoyait les coups de la police avant que la police n'arrive. Extraordinaire. Bon. Deuxième film. Alors, on peut clairement ne pas aller le voir. Deuxième film, plus intéressant, en tout cas plus intéressant, le croyais-je, Life. Alors, qu'est-ce que Life? Si je vous dis Life, vous allez me dire que c'est le combat pour la vie. Non, c'est le titre du magazine américain Life. Oui, c'est ce grand magazine lu, en tout cas lu autrefois par des dizaines de millions de personnes. Je ne sais plus si c'est chaque semaine ou chaque mois, mais peu importe. Et ça se passe en 1955. Et alors, contrairement à ce que son nom indique, on ne s'intéresse pas vraiment à Life, mais on s'intéresse à James Dean. Et oui. Pourquoi? Parce que James Dean, à l'époque, est un petit jeune de 24 ans qui vient de terminer son premier film et dont on devine qu'il sera une grande vedette. Et on suit donc en parallèle deux personnages, un James Dean assez juste, joué par un type qui n'est pas tellement américain pour le coup, parce que forcément, vous savez, la plupart du temps, les acteurs américains sont des beaux gosses, musclés, etc., etc. Et là, on a plutôt un petit, un peu potelé, enfin, potelé aux critères américains, ce que j'ai trouvé assez rassurant. Je me suis dit qu'il y avait enfin un peu de vérité. Et un photographe qui, lui, est un pauvre type, si j'ose dire, en tout cas un loser, qui est joué par Robert Pattinson, vous savez, cet acteur pour Midnight qui essaye de développer les rôles un peu sombres pour sa carrière. Donc lui aussi est un type un peu paumé, divorcé, 24-25 ans, avec un enfant qu'il ne voit jamais, etc. Et qui est photographe. Et il pressent que James Dean incarne quelque chose, et donc il essaye de photographier James Dean, pardon, j'allais dire James Bond, photographier James Dean pour avoir la photo qui pourrait être dans Life, et à la fois lancer la carrière de James Dean, mais aussi lancer sa propre carrière. Et donc en fait, le film, qui est assez long, non pas en soi, mais le déroulé n'est pas forcément rapide, et du coup, le terme de longueur peut être quelque chose qu'on ressent quand on est devant l'écran. Mais en fait, c'est la naissance d'une amitié où les deux vont réussir à s'apprivoiser, et James Dean va finir par emmener dans sa famille ce photographe qui va réussir à faire les fameuses photos, qui vont faire de lui un artiste et qui vont être aussi le dernier, le seul grand reportage photo sur James Dean, avec les fameuses photos, avec la cigarette, etc. puisqu'il va mourir 7 mois plus tard, après avoir tourné ces deux autres films qui sortiront au moment de sa mort ou juste après sa mort. Donc, l'histoire aurait pu être très intéressante. Pour moi, il y a trop de longueur dans le film. Et du coup, on s'y perd un peu.
En revanche, les personnages sont vrais, sont sombres. Voilà, il n'y a pas de gentil vs un méchant, hein, donc c'est pas caricatural, puisque les deux protagonistes principaux, James Dean et celui qui est joué par Robert Pattinson, qui s'appelle Dennis Stock, ne sont pas des personnages attachants. Ce sont des personnages qui sont paumés dans cette Amérique assez riante des années 50. Dennis Stock, le photographe, est manifestement un mauvais père, un mauvais coucheur, dont la femme est obligée, l'ex-femme obligée d'avoir 2 boulots pour subvenir aux besoins du petit. Donc, c'est pas un portrait très glorieux pour eux, mais c'est un portrait assez juste, à mon sens, ce qui est rare dans le cinéma américain. Donc c'est un film qui, à mon sens, pourrait presque être du cinéma d'auteur si on ne s'intéressait pas à James Dean, qui est quand même une icône tellement incontournable aux États-Unis qu'on devine que là-bas le film a eu beaucoup de succès. En France, les salles sont pas très pleines pour ce film-là, donc je ne me fais pas tellement d'illusions sur le fait que ce film ne va pas rester en salle très longtemps. Mais en revanche, contrairement à Prémonition, qu'on peut clairement zapper. On peut même regarder la 8e rediffusion du Comte de Monte Cristo avec Gérard Depardieu, si ce n'est la 12e rediffusion. Même Louis la Brocante sur France 3, c'est mieux que ça. Bon, sauf que ça vous coûte beaucoup plus cher puisque c'est payé avec votre redevance. Mais en tout état de cause, Life, donc le film un peu biopic, puisque c'est la mode maintenant des biopics, mais sans placement produit ou presque sans placement produit, puisqu'on en a parlé l'autre fois. Eh ben, ça peut valoir le coup. Oui, alors parlez-nous de ces placements produits. Est-ce que vous avez préparé le sujet ou vous voulez Alors, j'ai pas forcément préparé le sujet, mais si vous voulez, dans les films qu'on aura ces prochains temps, on pourra s'amuser de temps en temps à les débusquer. À voir, oui. Ce qui est amusant, c'est de voir que ces placements produits, ça permet aux marques de s'imposer. Alors, le plus traditionnel étant les marques de voitures ou de motocyclettes, puisque vous avez dans les James Bond, les Missions Impossibles, etc., une quantité de placements produits qui affrontent généralement BMW et Mercedes. C'est sûr qu'on a rarement vu la Peugeot 307 être en une de James Bond, qui est plutôt Aston Martin en général, mais peut-être un jour. Et aussi beaucoup de placements produits de téléphones portables. Alors ça, faites attention, quand vous allez au cinéma, vous verrez qu'on voit généralement, je ne sais pas si on peut le faire en régie, mais on voit généralement quelque chose comme ça, et on tape son message sur son petit téléphone, parfois avec un gros plan où on va évidemment lire le message qui est « on se rejoint dans 5 minutes » ou bien « je vais mourir dans 2 minutes » ou bien « ta sœur est le grand méchant alors qu'elle est derrière vous avec un poignard ». Et le gros plan permet généralement, quand il y a une petite pomme ici, ou une marque ici, de voir la marque en gros plan. Alors là, je peux le faire puisqu'il n'y a pas de marque apparente sur mon téléphone. Donc c'est vieux comme le monde, mais vous verrez, ça marche très bien. Ça marche très intéressant comme tuyau. Ça marche avec tout. Donc au moins, quand le film est un peu ennuyeux, amusez-vous à débusquer les marques, ça passe le temps. Alors, rappelons les beaux conseils que Frédéric Pic et vous-même nous aviez donné la précédente émission, The Red Rose et vice-versa. Qui passe toujours et qui passe toujours aussi bon. Et nous allons évoquer, nous ne l'avons pas encore vu, mais nous allons le voir, le film Marguerite, dont on a dit un mot avec Frédéric. Avec Catherine Fro. Exact. Donc, nous en parlons la prochaine fois. Merci beaucoup, Maxime, de vos rieuses interventions. Ou déconvenues, parce qu'en l'occurrence, c'est souvent des déconvenues. Oui, mais vous savez rire de vos déconvenues, et c'est très important. À très bientôt, amis de TV Liberté, pour une autre rubrique de Perles de Culture. Bonjour chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique Je lis donc je suis, nous avons la joie de retrouver Yvan Blot avec un nouveau livre, L'homme défiguré. Vous êtes venu, bonjour Yvan Blot. Bonjour. Vous êtes venu à l'une des premières émissions de Tout à fait, je m'en souviens très bien. Pour un livre qui était tout à fait passionnant, qui s'appelait Les faux prophètes, Voltaire, Rousseau, Marx et Freud. Oui. Et vous
nous offrez aujourd'hui, toujours chez le même éditeur, Apopsix, vous nous offrez ce livre, L'homme défiguré, sous-titre « La personne humaine face à l'immonde moderne ». C'est un titre très fort. Pouvez-vous nous l'expliciter ? Bon, d'abord, je dois rendre à César ce qui est à César. C'est l'expression l'immonde moderne, je ne l'ai pas inventé. C'est un jeu de mots, disons, qui a été fait par mon ami, le philosophe Jean-François Mattei, qui malheureusement est mort depuis. Oui, à qui vous dédiez le livre. Voilà, il avait fait un livre qui s'appelle La barbarie intérieure, ouais. Et c'est sur l'immonde moderne, il avait fait. Et il expliquait que le monde moderne, dans son esprit, était immonde à bien des égards. Alors j'ai repris cette idée-là. Et vous savez que Saint-Pédis s'est dit que la modernité était l'égout collecteur de tous les vices. Oui, je suis assez de cet avis. Une expression assez forte. Oui, ça, effectivement. Ouais. Saint-Pédis avait la formule frappante. C'est ce que je vois, mais non, mais c'est vrai, c'est... l'immonde, oui. C'est plus un monde, c'est pour ça on dit c'est un immonde, quoi. C'est plus un monde, voilà. Oui. Parce que le Alors, monde était pourquoi structuré, il était structuré par 4 grandes valeurs, comme que j'ai reprises effectivement à un autre philosophe que j'aime beaucoup, qui est Heidegger, philosophe catholique aussi d'ailleurs. C'est merveilleux vos livres, parce que si vous voulez, on se sent un peu philosophe le temps de la lecture de vos livres. Vous nous donnez à notre portée, vous mettez à notre portée de grandes pensées dans lesquelles on n'oserait jamais aller tout seul. Donc, merci. Je vous en prie, de toute façon, je pense que c'est plus facile de me lire que de lire Heidegger, ça c'est clair. Voilà. Heidegger dit que le monde humain est structuré par 4 pôles essentiels qui sont Dieu d'abord, le plus important, qui sont le ciel et la terre. Alors effectivement, nous vivons sur la terre et nous vivons sous le ciel, ça physiquement c'est évident. Mais derrière ces 2 mots, il veut dire autre chose aussi. La terre, ce sont les racines, bien sûr, les racines, et le ciel, ce sont les idéaux, je dirais l'idéal, les idéaux et les projets. Et puis ensuite, il y a les hommes, évidemment, nos partenaires sur Terre, nos compatriotes, ce qui fait qu'on est entre Dieu, les hommes, le ciel et la terre. Et la thèse d'Heidegger, c'est que dans le monde moderne, tout ça a été détruit, puisque Dieu a été remplacé par l'ego, le moi qui se gonfle d'orgueil. L'homme se prend pour Dieu. L'homme se prend pour Dieu. Donc voilà. Donc, alors, les hommes eux-mêmes, avec toutes leurs qualités, sont remplacés par les masses. C'est pas la même chose, ça c'est sûr. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a que les masses. Il n'y a plus que les masses. Ensuite, que ce soit le régime communiste ou le régime occidental d'ailleurs. Hein, c'est pour ça qu'on en voulait à Heidegger, parce qu'il les mettait sur le même plan. Il disait ils sont différents politiquement, mais ils ne sont pas différents métaphysiquement. On comprend d'ailleurs en vous lisant pourquoi Heidegger a été mis de côté. Bah oui, c'est sûr. Et il disait des choses qui dérangeaient. Sa pensée est assez explosive. Quand il critique les communistes, ça va, mais quand il critiquait l'Occident, ça n'allait plus du tout. C'est comme Solzhenitsyn d'ailleurs, pareil, il lui arrivait un peu la même aventure. Oui. Et alors ensuite, donc, il y a le ciel et la terre. Alors la terre, les racines sont remplacées par la technique. Il n'y a plus que la technique est idolâtrée. Et plus de racines, les traditions sont... Les traditions sont complètement évacuées. La seule rationalité qui demeure, c'est celle de la technique. Tout ce qui est technique doit être réalisé. Et puis, au niveau des idéaux, eh bien... le ciel, c'est-à-dire le sens de l'honneur notamment, est remplacé par l'argent. C'est l'argent qui sert de boussole morale aujourd'hui à la société occidentale, et c'est évidemment catastrophique, c'est le veau d'or, quoi. Donc on a plus de Dieu, on a le moi, on a le veau d'or, on a les masses, et on a la technique qui d'ailleurs est utile, je veux dire, mais qui est idolâtrée. Donc ça fait 4 grandes idoles, dans lequel l'homme essaie de se dépêtrer, et ça crée un monde totalement inhumain, et ça déforme même la personnalité humaine elle-même. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « L'homme défiguré », en mettant une gargouille de cathédrale du XIIIe siècle sur la couverture. Puisqu'une gargouille, c'est quand même très laid par définition. Alors, et ça c'est l'une des richesses du livre, vous vous intéressez à l'art, et vous prenez en exemple l'art contemporain qui défigure l'homme. Oui, c'est assez extraordinaire. On n'a jamais autant parlé d'homme et de droits de l'homme. Oui. Et quand vous allez dans n'importe quel bâtiment public, il n'y a plus jamais la figure humaine. Mais jamais. La sculpture. Michel-Ange ne serait pas possible aujourd'hui. Ah non. Maintenant, il n'y a plus que des carrés, des ronds et des triangles dans les préfectures, par exemple. Tous les tableaux officiels. Alors j'appelle ça l'art officiel. Oui. Et dans un monde antérieur, lorsque j'étais fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, j'allais inspecter les préfets.
Et j'arrivais chez un préfet, et puis, je sais pas, 10 ans avant, j'avais été dans cette préfecture, il y avait de très beaux tableaux de l'époque napoléonienne, comme dans beaucoup de préfectures. Puis je vois que les tableaux avaient été enlevés. Alors je dis au préfet, tiens, vous vous êtes adapté à l'art officiel? Il dit, comment ça, l'art officiel? Il était scandalisé. Je dis, bah oui, c'est l'art moderne contemporain qui ne représente plus rien, c'est l'art officiel. Donc, vous voulez rester dans le cadre de l'art officiel. Bon, ça va, ça va. Il n'était pas très content quand il disait ça. Mais c'était pourtant la réalité. Hein. Alors donc, on ne représente plus du tout la figure humaine, on ne représente plus le corps humain dans un monde qui prétend s'intéresser à l'homme. C'est quand même assez bizarre. Oui, vous dites même que vous avez une expression très forte, vous dites qu'on est dans une période d'iconoclaste. Ça ressemble beaucoup, effectivement, à ce qu'on a connu sous Byzance quand il y a eu la crise iconoclaste, où on détruisait les icônes, c'est ça. Et en fait, je crois que ça vient de l'influence américaine, parce que l'Amérique est très marquée par les dissidents du protestantisme. Et les dissidents du protestantisme, c'est-à-dire les plus ultras, disons, il y a les luthériens qui sont beaucoup plus modérés, les plus fanatiques, ils sont contre toute forme d'art figuratif. Et si vous entrez dans des temples d'un certain nombre de sectes protestantes, il n'y a jamais de statue, jamais. Non. Et chez les calvinistes, par exemple, en France, il n'y a aucune statue. Les murs sont nus. Les murs sont nus. Alors voilà, donc cette façon de voir protestante, disons, a envahi toute la société civile américaine et ensuite s'est transplantée en Europe occidentale. Donc il n'est pas convenable de présenter quoi que ce soit, il faut pas de décor. Et puis alors la deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit fonctionnel, quoi. Mais beau, ça n'a pas d'importance. Du moment que c'est pratique, c'est bien, donc il ne faut pas être beau, ni dans les vêtements, ni dans rien. Alors évidemment, moi je dois dire que j'ai une petite faiblesse, c'est vrai, pour la Russie, mais parce qu'au moins en Russie, on est resté favorable à l'art figuratif, notamment à Saint-Pétersbourg, il y a toute une école d'artistes figuratifs. Magnifique. Mais nous, ça nous manque un peu, nous il y en a, mais je connais des gens qui font de l'art figuratif en France, ils sont un peu martyrisés, ils sont marginalisés. Ils sont complètement marqués, c'est ce que... Ils sont pas à la mode. C'est ce que Aude de Queiroz appelle l'art caché. Voilà, très joliment. Et vous citez Dali, qui est toujours très drôle et qui a écrit « Tout homme normal refuserait de sortir avec les demoiselles d'Avignon de Picasso ». Je trouve ça très joli. Tout à fait, mais moi je suis comme vous, j'aime beaucoup Dali parce qu'il est très amusant, puis il dit de fortes vérités. Il raconte par exemple, je ne sais plus si je le mets dans le livre, je crois que oui, un entretien qu'il a eu, un déjeuner même qu'il a eu avec Le Corbusier, l'architecte moderne justement. Oui, le Fada de Marseille. Voilà, et alors Le Corbusier lui dit Monsieur Dali, vous êtes un maître en peinture, en sculpture, et donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'architecture. Est-ce que vous avez une idée de l'architecture? Il dit bah, bien sûr, je suis un génie, dit Dali, donc j'ai une idée sur tout. Et quant à l'architecture, effectivement, l'architecture de l'avenir, sachez monsieur que l'architecture de l'avenir sera une architecture molle et poilue, comme c'est le cas de la cathédrale de la Sagrada Familia de mon maître Gaudi, dont le nom veut dire jouir. Et Dali dit, je fais exprès de dire ça, parce que ce puritain de protestant de Le Corbusier en était malade que je tienne des propos pareils. C'est sûr que dans ces immeubles, la rationalité l'emporte sur le charme. Sur le charme et l'essence, ça c'est sûr. Alors, vous abordez aussi une question, en vous aidant de Dostoïevski, la question de la religion qui permet à notre société de survivre et de protester, avec ces deux principes de la tradition chrétienne, lutter contre le mal et exercer la charité. Et vous montrez que dans notre époque contemporaine, il y a occultation de l'un au profit de l'autre et que ça ne peut plus marcher. Oui, la lutte contre le mal, ça n'est plus du tout à la mode. Et une religion qui oublie cet aspect-là, évidemment, ne peut plus valablement fonctionner, protéger les gens honnêtes. D'ailleurs, on ne doit plus dire ce qui est mal et ce qui est bien. C'est ça, c'est ça. J'avais été frappé, ce qui m'a donné cette idée que c'était les deux piliers de notre religion, c'était une visite dans une très belle église baroque construite par Assam à Munich. Il y a une très belle église dans le centre de Munich et il y a deux grandes fresques, à gauche et à droite. À gauche, on l'appelle l'Assamkirche, d'ailleurs l'église de Assam, puisque c'est lui l'architecte. Alors à gauche, il y a une fresque qui représente Jésus-Christ frappant à coups de fouet les vendeurs du temple et les chassants du temple.
Et puis à droite, il y a Jésus-Christ en train de laver les pieds des pauvres. Et ça m'a frappé, ça. Je me suis dit, ben voilà, il y a la lutte contre le mal, Oui, qui se fait avec une certaine violence. Effectivement, donner des coups de fouet, je veux dire, Jésus-Christ, de ce point de vue-là, n'est pas un bisounours. Hein, il est capable de donner des coups de fouet. Pour la bonne cause, bien sûr. Et puis de l'autre côté, il y a le côté charitable. Donc aujourd'hui, on retient le côté charitable, c'est plus facile, sans doute, et puis on abandonne l'autre. Il faut les deux, voilà, ça c'est sûr. D'ailleurs, on peut, dans la situation contemporaine, avec toutes ces populations qui arrivent, on le voit bien. La charité connaît une excroissance et une charité mal ordonnée, si je puis dire, aboutit à l'autodestruction de l'homme. Ça devient une véritable catastrophe. Et c'est dans le cas de l'immigration, là on le voit de façon vraiment très, très frappante. J'ai trouvé un nouveau terme pour qualifier la chancelière Merkel. En disant que les Allemands, moi j'aime beaucoup les Allemands, ils sont très, une grande culture quand même, hein, mais ils ont une tendance souvent à l'excès. Et alors, ils sont déjà à l'Est. Voilà, ils ont un chancelier, ils avaient un chancelier, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il était excessif, il était même monstrueux, c'était Adolf Hitler. Et Hitler a fait un génocide, bon, ou plusieurs même peut-être, enfin bon. Et Mme Merkel, elle a inventé une nouvelle fonction, un nouveau système qui est l'autogénocide. C'est-à-dire qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'il y ait le moins de natalité possible en Allemagne, aucun effort à l'égard des familles, les familles sont complètement abandonnées par l'État, et en même temps elle appelle à l'immigration illimitée. Alors si vous empêchez la natalité et si en même temps vous favorisez l'immigration, vous faites disparaître votre peuple. Donc c'est de l'autogénocide. Donc elle a inventé l'autogénocide, voilà. Et elle a besoin de main-d'œuvre. L'usine, les entreprises allemandes ont besoin de main-d'œuvre, donc on fait venir. Oui, mais ça, toutes les économies ont besoin de main-d'œuvre, mais ça dépend. Il y a plusieurs façons de gérer le problème. Bien sûr. Par exemple, alors effectivement, le contrepoint de l'Allemagne, c'est vraiment pour le coup la Russie. Puisque la politique nataliste de Poutine a donné très bons résultats. Depuis 4-5 ans, maintenant, la population russe augmente à nouveau, alors qu'elle ne faisait que baisser. Après la chute de l'Union soviétique, elle faisait que baisser. Il n'y a pas de mystère. Hein. Mais là-bas, si vous voulez, la famille est révérée. Il y a eu même une fête de l'amour, du mariage et de la fidélité, figurez-vous. Et qui a lieu en Russie, au mois de mai. Et même dans les ambassades, ici à l'ambassade de Russie en France, vous avez une cérémonie où on remet des décorations aux gens qui ont été fidèles, qui ont eu des enfants et qui s'aiment entre eux. Voilà. Et alors là, j'imagine pas ça très bien dans une ambassade de France, je dois dire. C'est un tout autre contexte. Non, à l'heure actuelle, ça me paraît difficile. Et alors, vous citez justement les frères Karamazov. Ça, il faut que vous nous en parliez, parce que ces frères Karamazov... C'est un merveilleux roman. Oui, et vous montrez que il y a un frère qui veut faire le bien, mais qui n'y arrive pas. Oui, les frères, il y a donc 3 frères Karamazov. C'est une famille où il y a 3 fils, plus un 4e, mais qui est bâtard, et qui va d'ailleurs assassiner le père. Et les 3 fils dont on parle principalement quand même, il y a Dimitri qui est bon finalement au fond de lui-même, qui est bon, mais qui se laisse emporter par ses instincts tout le temps, ce qui fait qu'il ne fait que des bêtises, et il sera accusé d'ailleurs de parricide, alors que c'est pas vrai. Dimitri, il est mu par ce qu'on pourrait dire son cerveau reptilien, c'est-à-dire les instincts de base, bon, et il n'arrive pas à s'élever au-dessus de ça. Mais il en est malheureux, mais il ne peut pas faire autrement. Il y a Ivan Karamazov, ça c'est l'intellectuel de la famille, complètement desséché, très influencé par l'Occident, évidemment. Dostoïevski déjà à l'époque dénonçait le matérialisme occidental. Et Ivan Karamazov a même une haine de la religion, mais dans le roman il finira fou en fait, parce qu'il aura des hallucinations, il verra le diable, et il finit complètement fou. Et il a inspiré le 4e frère, celui qui n'est pas légal, si je puis dire, légitime, pour assassiner son père. Donc c'est dramatique. Et puis le 3e, alors c'est le préféré bien sûr de l'auteur, c'est Alyosha, qui est profondément pieux et qui est influencé par un starets, donc par un saint homme de l'Église orthodoxe. Et alors Alyosha, lui évidemment, il essaye d'aider ses frères qui sont des pécheurs épouvantables. Et puis il prend en main toute la jeunesse du village où il habite pour les conduire vers Dieu en quelque sorte, voilà à peu près. Donc c'est effectivement un très beau roman. Et alors il y a des choses dedans qu'on trouve que pour un Français ça peut être très intéressant. Par exemple les propos du starets, c'est-à-dire du saint homme qui s'appelle Zosime. Les propos du saint homme, il fait une critique alors assez
déterminée, qui aurait pu être à Saint-Pédis, du slogan « Liberté, égalité, fraternité », en disant que la liberté, aujourd'hui, ça consiste à laisser la bride sur ses instincts et à faire n'importe quoi, et devenir prisonnier de ses instincts. Donc on n'est plus libre, on devient esclave en réalité. On devient esclave de ses vices, l'alcoolique par exemple est esclave de l'alcool, bon. Donc c'est pas une vraie liberté. Ensuite, ça dégrade toute la société, évidemment. L'égalité, il dit l'égalité, c'est en fait la jalousie, la haine, l'envie. Oui, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui n'est pas belle. Et il dit cette égalité-là, elle débouchera sur une révolution qui entraînera la Russie dans des fleuves de sang. Donc il prévoyait déjà un peu la révolution bolchevique. Et puis quant à la fraternité, c'est pareil, la fraternité, si elle se fait sans la charité, ça peut être une fraternité mafieuse. Après tout, les mafieux, ils s'appellent frères entre eux, hein, en Italie, et c'est pas très recommandable. Bon. Et il dit, puis alors, ce qu'il y a de pire, c'est la fraternité obligatoire, parce que si on vous oblige à être le frère de quelqu'un d'autre, ça entraîne toutes les dictatures et toutes les tyrannies. Il y a un proverbe allemand d'ailleurs qui dit ça, qui dit, si tu ne veux pas être mon frère, je t'enfoncerai un poignard dans le ventre. Mais en allemand, ça rime, ça fait une poésie. C'est ça, la fraternité obligatoire, on la voit réapparaître d'ailleurs avec cette fameuse histoire d'immigration. Si vous n'êtes pas fraternel avec les immigrés qui arrivent, eh bien on vous coupera les vivres. C'est ce que Mme Merkel dit à tous les pays de l'Est qui reçoivent des subventions européennes. Oui, absolument. Quant à votre conclusion, elle est dans ce cadre d'un monde qui disparaît, l'homme s'animalise et perd ce qui fait sa figure humaine. Il perd ses racines, ses idéaux, son humanité et son Dieu. Et c'est pour ça que vous mettez sur la couverture cette... L'homme défiguré, cette gargouille immonde. Votre constat est extrêmement profond, juste, et en même temps, il donne les moyens de s'en sortir et de retrouver une humanité. Oui, il faut retrouver ces quatre pôles qui sont Dieu, l'homme dans sa qualité, dans son éducation humaniste. Il faut retrouver des idéaux, le sens de l'honneur, bien sûr, et puis il faut retrouver ses racines. Bien sûr. Donc c'est ça la solution, enfin, que j'esquisse. Bien sûr. Merci beaucoup Yvan Blot. Nous avons traité de L'homme défiguré. C'est aux éditions Apopsy et je vous conseille vivement ce livre qui nous permet de comprendre notre temps. Je voudrais inviter maintenant les téléspectateurs normands à venir lire Sous les pommiers. J'organise le dimanche 4 octobre dans une toute petite ville près de Fécamp un salon du livre avec des auteurs que vous avez entendus bien sûr sur TV Liberté. C'est à Ancretteville-sur-Mer, Ancretteville, près de Fécamp, et vous pourrez rencontrer Reynald Secher, Marion Sigaud, Stéphanie Bignon, Roger Olindre, Boris Lejeune, Jean-Claude Sacerdo, peut-être notre ami Yvan Blot, mais je crois qu'il est déjà, il est toujours à l'étranger, en Russie. Donc 13h à 18h. Pour plus d'informations, vous allez tout simplement sur mon blog annebrassier.fr et vous aurez toutes les informations. Et à 18h, un concert en l'église. Donc nous remercions beaucoup la municipalité d'Ancretteville. Donc amis de TV Liberté, venez nous retrouver dimanche 4 octobre. Ça sera une très jolie fête. À très bientôt. Merci Yvan Blot. Je vous en prie. À tout de suite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, pour cette rubrique patrimoine, nous avons la chance, Maxime Gabriel et moi-même, de recevoir Cécilia de Montalembert. Bonjour Cécilia. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir parce que vous allez nous présenter votre beau château, le beau château de la famille de Montalembert, qui est à Lassay, en Mayenne, et qui vient d'être remarqué par l'association des vieilles familles françaises. Des vieilles maisons françaises. Vieilles maisons françaises. Ce qui est quelquefois un peu la même chose. Pas toujours. Pas toujours. Mais dans le cas de votre famille, oui. En l'occurrence, oui. Oui, voilà. Les lapsus sont souvent révélateurs. Alors, les vieilles maisons françaises ont lancé une opération très intéressante. Oui.
Alors, le fait d'avoir été remarqué par les vieilles maisons françaises, c'est pas forcément de très bon augure pour nous, parce que ça veut dire que le bâtiment est en péril. C'est vrai. Et donc, l'opération Foot Patrimoine, là, qui va commencer donc, le 19 septembre jusqu'au 13 novembre, consiste à organiser un financement participatif, ce qui s'appelle en anglais crowdfunding, sur Internet, pour sauver un certain nombre de bâtiments dont les vieilles maisons françaises ont trouvé qu'ils le méritaient, donc, et qui ont des travaux d'urgence, alors soit de préservation, comme c'est le cas chez nous, soit de consolidation pour d'autres maisons. Alors nous, on a une tour, en effet, qui pourrait s'effondrer. Présentez-nous et puis on va montrer, château. Oui, on va montrer des images parce que c'est un beau château fort. Le nom sonne très délicat. On s'attend à une maison du 18e, toute modeste, etc. Alors que c'est en fait ça pourrait être le château de Gonzague de Montmirail. Absolument. Donnez-nous un petit peu l'histoire de ce château. Alors déjà, visuellement, le château de la Sée, sont 8 tours, 8 très grosses tours reliées par un rempart. Donc ça fait un cercle irrégulier avec rien au milieu et prolongé par un bâtiment un peu étonnant qui s'appelle la Barbacane, qui est en forme de proue de bateau, très long et sur 3 étages et qui a une fonction purement défensive. Et donc ce qui est assez étonnant, c'est que on l'est encore parce que depuis le XVIIe siècle, ça ne sert plus à rien. Donc normalement, ça aurait dû tomber. De même le château, parce que c'est vraiment une garnison militaire. Il y a pratiquement pas de logis seigneurial. Enfin, c'est vraiment un corps de garde. Où, alors dans des tours. Donc ça a été aménagé un petit peu au XVIIe et puis au XIXe. Oui. Mais a priori, c'est pas résidentiel. Donc, de nouveau, à partir du moment où on ne s'est plus battu autour du château, ça aurait dû tomber. Et dans le miracle, c'est qu'ils sont encore là, et ce qui fait qu'on se sent un petit peu responsable. Alors on peut préciser que vous êtes aux confins, vous êtes en Mayenne, mais confins Normandie, donc probablement une place forte qui protégeait la frontière entre les deux provinces, le Maine et la Normandie. Le Maine, la Normandie et la Bretagne, qui n'est pas loin non plus. Donc c'est vraiment un nœud stratégique. Donc ça fait partie, en fait, il existe dans les archives, en tout cas depuis le XIe siècle. Celui qu'on a maintenant, c'est du pur 15e. Donc milieu du XVe siècle, donc juste après la guerre de 100 ans, quand Charles VII fait une politique de reconquête de son territoire et donc place un certain nombre de... et avant la fusion de la Bretagne et la France, bien entendu. Avant la fusion de la Bretagne et la France. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous soyez étonné que ce château demeure, parce que la construction a été très forte, très intelligente. Alors, quand il n'y a pas de bombardement... il suffit que les toitures tombent, et puis petit à petit... Quand les toitures tombent, oui. Mais en fait, il y a toujours eu une famille pour garder les toitures en état. Alors, plus ou moins. Donc, comme je vous disais, jusqu'au XVIIe siècle, donc jusqu'en 1600, en fait, il a joué un rôle militaire. Donc, il y a eu toutes sortes de guerres, enfin, de sièges, d'assauts. Donc, après la guerre de 100 ans, donc pendant les guerres bretonnes, et puis après les guerres de religion, et puis tout ce qui s'est passé avec la Ligue. Bon, ça s'est terminé. Et bon, une autre époque. Et à ce moment-là, ça a été racheté par une famille relativement illustre au XVIIe et au XVIIIe, qui s'appelle les Madaillans, et qui ont érigé la terre en marquisat. Donc la Sée devenant le siège du marquisat, même si ce n'était pas réellement leur résidence, avait un rôle un peu de prestige qui fait que ça a été maintenu. De moins en moins au XVIIIe siècle, complètement abandonné même à la fin du XVIIIe, au point que quand le dernier Madaillan est mort, dans son héritage, on parle de la Sée comme n'ayant aucune valeur, si ce n'est pour stocker les grains à hauteur. Donc voilà, donc à ce moment-là, c'est... Mais bon, peut-être qu'ils entretiennent encore les toitures. Une grange de luxe, en fait. Oui, de luxe, non, c'est assez rustique. Et la chance de la Sée, c'est que ça a été racheté à la Restauration par les aïeux de mon mari. Oui. Donc à l'époque, c'était la famille de Beauchesne. À une époque où on s'est repris de passion pour le Moyen-Âge. Et donc là, ça a été relativement aménagé. Bon, donc il y a eu une continuité jusqu'à maintenant. Très très bien. Alors, cette opération de recherche de capitaux et d'aide financière, on va le dire en français,
On pourrait dire en français le mécénat populaire ou financement participatif. C'est ça. Parce que, Financement participatif. la Oui, c'est Fondation très du très joli. patrimoine dit mécénat populaire, mais Oui. je pense que c'est une logique qui est hyper intéressante parce que pendant longtemps, on avait des gens comme vous ou comme d'autres, qui pensaient qu'il suffisait d'appeler Madame Bettencourt, pour ne citer qu'elle allait donner 1 million d'euros et puis que tout serait réglé. Voilà. Ou alors on pensait que l'État donnerait une subvention. Naïvement, mais il y en a de moins en moins, je pense que vous pouvez en témoigner. Et aujourd'hui, on appelle à l'aide les Français qui vont donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros, 100 euros. Oui. En tout cas, chacun donne en fonction de ses moyens, l'idée étant que les petits ruisseaux font les grandes rivières et qu'il vaut mieux 1000 personnes qui donnent 100 euros chacune que une personne qui donne 2000 euros. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. Et enfin, sauf que là, ça commence à 5 euros. Mais, Ça commence à 5 euros. mais ça, c'est un côté merveilleux, ce qui fait que tout le monde peut être partie prenante et ça crée une responsabilité générale et un sentiment. Un peu d'appartenance. D'appartenance, oui, c'est ça. Comment remerciez-vous les donateurs? Alors, il y a plusieurs degrés de remerciement Oui. en fonction de la somme qui a été mise. D'abord le remerciement sur la page et puis ensuite on offre un accès à Au toutes nos château. manifestations, d'abord Oui. au château en visite et puis ensuite à toutes les manifestations qu'on fait pendant l'été Oui. qui sont nombreuses et variées. Et puis après les VMF entrent dans la partie et ont ce qu'on appelle des contreparties justement qui vont, je crois, la plus élevée, c'est la participation à une grande soirée de gala organisée par les VMF. D'accord, très bien. Alors, On peut vous avez... d'ailleurs rappeler, dire un tout petit mot sur les VMF, Oui. si on a 30 secondes, qui est donc une grande association de patrimoine créée juste après la Seconde Guerre mondiale par Anne de Hamodio, qui est morte depuis bien longtemps, et qui, à mon avis, a un grand mérite, c'est qu'ils ont su passer de l'association de propriétaires de monuments historiques, comme certaines autres que je ne citerai pas, à une association d'amateurs de patrimoine qui fait que dans leurs membres, vous avez à la fois Oui. des propriétaires de châteaux petits ou grands, ou de manoirs, ou de belles Et des maisons. amateurs, ceux et qui aussi aiment. des amateurs qui aiment le patrimoine. Et ça, c'est important, Vous avez raison. parce que le message qui est envoyé, c'est que le patrimoine, c'est pas juste une question de je suis propriétaire de château et donc je défends mon intérêt Bien sûr. d'une certaine manière. Bien sûr, Si oui. on voit les choses d'une façon un petit peu comme ça, cynique, mais c'est aussi l'affaire de tous. Et donc quand tout le monde est rassemblé et quand tout le monde donne un peu, ce qui est intéressant aussi, c'est que 5 euros, ça peut paraître peu de choses, mais pour certaines personnes, ça peut être beaucoup. On voit parfois des gens qui, et vous en aurez, j'espère, qui vous enverront 5 euros ou 10 euros et qui vous diront, avec une écriture tremblante, j'aimerais faire plus, mais je ne peux pas. Et c'est plus C'est très touchant, beau, bien sûr. finalement, une dame ou même un Bien très sûr, jeune de oui. 10 ans ou 15 ans ou 20 ans qui va donner 10 euros ou 20 euros parce qu'il ne peut pas faire plus, Bien sûr. qu'une personne qui pourrait donner 1 million et qui vous donne 1000 euros. par exemple. Oui, voyez. vous avez tout à fait raison, Et je pense Maxime. que pour vous, c'est des moments d'émotion en Absolument, perspective oui. parce que vous allez avoir des gens parfois très simples qui vont venir vous voir et c'est très touchant. Mais ça, déjà, il y a une première étape dans cette opération-là de financement qui a été le vote sur Facebook. Et c'est comme ça qu'ils ont sélectionné les monuments ou les bâtiments qui feraient partie de l'opération. Et alors, nous, on n'est pas très au point sur les Facebook et tout ça, enfin on commence simplement, et on a eu la surprise d'arriver premier, avec deux sources de vote. D'abord les Mayennais. On s'est rendu compte que les Mayennais, même si la Mayenne, comme on en parlait tout à l'heure, est un département assez récent, mais ils sont très 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 attachés à leur patrimoine. La fierté Il y a mayonnaise une existe. fierté mayonnaise, absolument. Et ils aiment, Et c'est un département qui est ils aiment aussi leur département. peu connu. Oui. Et qui est pas très peuplé et pas non plus très très riche, Non. mais qui a un très gros patrimoine, parfois méconnu Oui. parce que c'est... Et vous disiez, Cécilia, qu'un patrimoine de château habité Oui. à l'année, Ah oui. ce ne sont pas des résidences de Non, il vacances. paraît que c'est le département en France qui a le plus de châteaux habités à l'année. Ah oui. Alors, continuez. Oui. Alors, donc, et des gens justement, comme vous disiez, de tous les niveaux sociaux. Et en fait, ce qui me touche le plus, en fait, c'est quand on avait des messages avec les votes assez souvent. Oui. C'est tous ces gens qui sont vraiment très simples, hein, qui normalement sont pas des érudits, sont pas des amateurs de patrimoine, sont pas Oui, c'est pas des esthètes, c'est non, pas rien des... de oui, tout oui. ça, mais qui aiment.
Et ça montre bien l'universalité. Et qui aiment bien puisqu'ils agissent. Moi, vous savez, je pense que c'est le message fondamental dans le patrimoine, parce que le patrimoine, c'est universel. En réalité, contrairement à ce que certaines élites essayent de faire croire ou d'expliquer. Souvent, vous voyez un certain nombre d'hommes politiques qui vous expliquent que les châteaux, c'est la question des châtelains, que ça ne concerne pas tout le monde, qu'il faut davantage se préoccuper des mémoires ouvrières, etc., en essayant d'opposer les uns aux autres. En réalité, on voit bien que... Mais c'est très marxiste, mais c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Et en réalité, on voit bien que les gens aiment le patrimoine, et c'est pas parce qu'on vient d'une famille d'ouvriers qu'on ne peut pas aimer les châteaux en soi, ou aimer quoi que ce soit d'autre. Et le mot-clé, vous l'avez dit à l'instant, et ça c'est très beau, c'est l'amour, parce que les gens aiment leur patrimoine. Et aiment leur patrimoine. En fait, ils n'aiment pas forcément le patrimoine, mais le leur. Le leur, ils s'y relient, c'est leur paysage aussi quotidien, et ça joue un énorme rôle dans leur structuration personnelle. Ça, je vois ça autour de nous à l'ACEI. D'autant que vous avez la chance, ou peut-être la malchance, quand on voit l'envergure de la chose, d'avoir un gros pâté, si j'ose dire. Non, vous l'avez dit, c'est un pâté de sable. Voilà, mais qui, dans le paysage, est marquant. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme un château fermé au public, etc. Je pense que Est-ce que vous avez fait appel à la main-d'œuvre locale? Est-ce que les gens du village, on voit souvent dans ces émissions sur le patrimoine, des villages entiers qui prennent leur petite truelle ou leur petit sécateur pour aller aider? Vous avez eu besoin? On a une association d'amis qui compte beaucoup de gens locaux, puis ensuite d'autres, mais pas mal de bénévoles sur place qui viennent nous aider, donner un coup de main dès qu'on en a besoin. Alors vous avez la particularité du château de l'Essai, c'est son animation. Les Montalembert ont eu des idées étonnantes pour faire vivre ce château qui n'est pas seulement, selon l'expression de Cécilia, juste un souvenir ni un témoin, mais un acteur vivant du monde contemporain. Comment avez-vous eu cette idée d'animation que vous allez nous décrire? Alors l'idée, c'est par des rencontres. Je savais, j'ai vu des choses qui se faisaient. Donc je vous dirai pas le mot en anglais, c'est ça? Si. Voilà, j'ouvre de grands guillemets, ça s'appelle slackline, et c'est un sport tout nouveau qui se fait sur des sangles donc assez souples. Et donc c'est pas du funambulisme, parce que le funambulisme c'est donc sur un fil raide, alors que là ça bouge dans tous les sens. Et donc c'est une des choses les plus difficiles à faire qui existent. Et ce qu'on a fait à l'ACEI, c'est qu'on a tendu ces fameuses sangles entre nos tours, et c'était prodigieux. Vraiment. Et alors l'autre chose qu'on a faite, c'était... C'est dans un esprit féodal. Le jongleur, le cracheur de feu. En fait, c'est ce qu'on pouvait faire de cohérent avec notre architecture, qui ne soit pas simplement plaqué, mais qui ne soit pas simplement de la reconstitution, qui est un aspect très amusant et très intéressant, mais ça ne suffit pas, parce qu'on... Mais vous n'avez pas eu envie de faire, de louer des costumes, Ça, on l'a fait aussi. Vous l'avez fait aussi, oui. D'ailleurs, on a beaucoup aimé. Mais ça touche d'autres publics. Je vous vois très bien avec Alors justement, une très belle... Combien vous avez de visiteurs par an et d'où viennent-ils et quel est le degré d'implication des gens du coin? Je n'ai pas très bien compris la dernière question. Non, mais en fait, pour moi, l'intérêt, c'est est-ce que, par exemple, les gens du village viennent tout le temps? Est-ce que vous rayonnez en Mayenne? Est-ce que vous avez surtout des visiteurs mayennais? Est-ce que ça va au-delà? Alors, heureusement, ça va au-delà. Comme vous disiez, la Mayenne n'est pas très peuplée. Mais on a des Mayennais. Et puis, on a maintenant les nouveaux touristes ruraux. Vous savez, ça se développe. Il paraît que la Mayenne monte un petit peu là Qu'est-ce qu'on appelle chaque année. Les gens qui viennent faire du tourisme vert, qui viennent en vacances à la campagne. On se balade à la campagne, on va voir des vaches, et maintenant ça s'appelle faire du tourisme. Au lieu d'aller à la mer, voilà. Oui. Autrefois, on allait sur ses origines, maintenant ça s'appelle du tourisme. Mais et il y a pas mal de... Non, mais c'est pas simplement les origines, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais, par exemple, dans la région, qui sont soit installés, soit qui viennent voir leur famille. Remarque, ils ont été un peu là en Mayenne. Ils ont été beaucoup là. D'ailleurs, le château de l'Assay a été rasé pendant la guerre de 100 ans pour ne pas servir de base aux Anglais, justement, qui ont quand même occupé toute la région juste après.
mais ils sont revenus. Voilà. Et finalement, Mais dans la paix. on s'en plaint pas. On s'en plaint pas parce qu'ils aiment les châteaux forts. Oui. Donc. Et voilà, pas beaucoup d'autres étrangers. Sinon, si des groupes de motards, des groupes de camping-cars. Et est-ce que le choses fait comme ça. d'avoir un positionnement un peu sportif, qui est quand même très atypique, Oui, parce que alors, à côté de, Dans les châteaux de cette français. marche sur des sangles, il y a l'arrivée d'un parachutiste. Alors ça, oui, le parachutiste, c'est parce que la Sèvre, c'est militaire. Et on a pas mal, et comme ça, vraiment une forme très très remarquable, enfin on ne peut pas se tromper, ça sert de repère aux avions militaires qui passent dans la région. Et donc on a tout le temps des avions qui vont à toute allure au-dessus de chez nous. Mais c'est aussi une forme de cible, donc mon idée c'était de faire tomber quelqu'un dans la cible. Ce qu'on n'a pas fait finalement parce qu'il y avait les cordes en travers de la tour, donc il est tombé juste à côté dans notre parc, mais c'était aussi un exploit. C'était un exploit. Parce que c'était vraiment très très resserré comme terrain d'atterrissage. Donc il y a eu ça. Ça, c'était prodigieux. En plus, il a sauté d'un ULM, donc c'était joli parce que l'ULM c'est comme un papillon dans le ciel. Ça fait de très belles images. Et en plus de ça, évidemment, là c'était incontournable, on a fait grimper des gens sur les tours. Parce qu'on a de l'escalade. Et alors ce positionnement sportif, ça vous amène aussi à un nouveau public ou c'est des gens... tout nouveau, hein. C'est la première fois qu'on faisait ça cet été. Et alors ça vous est venu comment? Parce que peu de châteaux en France font ce genre de choses. Bon, parce qu'on voulait faire quelque chose d'amusant. et de différent, oui. Alors, le temps passe très vite avec vous, Cécilia. Donc, pour vous aider, on va sur le site Château de la Sèvre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le site Château de la Sèvre est un peu embryonnaire, donc on peut y aller, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Oui. Il y a une page Facebook Château de la Sèvre qui bouge un peu plus. Et puis là, pour l'opération Foot Patrimoine, c'est sur une plateforme qui s'appelle Ulule. Oui. ULULE. Oui. Alors je crois que... on va afficher le lien à l'écran, de toute façon. Donc ça sera Ulule, Château de la Sèvre. En tapant ça, on tombe dessus. Et donc... et alors, les travaux que vous menez, qu'est-ce que c'est et ça coûte combien? Alors là, c'est la vraie question. Et ça sera la conclusion. De combien vous avez besoin que nos téléspectateurs sachent ce qu'il faut vous donner? Donc les travaux qu'on fait là, qui commencent tout de suite puisque les échafaudages commencent à être montés là, sont en deux tranches. Alors la tranche sur laquelle porte l'opération, c'est la première, mais il y en a une deuxième beaucoup plus considérable qui arrive après. Donc si on peut nous aider pour la première, ça nous permettra de faire la deuxième. Et alors quelles sont-elles? Dites-nous en deux mots. C'est le Châtelet, donc les deux tours qui encadrent le pont-levis, qui sont reliés par une espèce de couloir au milieu. La partie droite du Châtelet, qui soutient la toiture, verse vers l'extérieur. Les corbeaux sous le muret du chemin de ronde sont brisés. Donc les corbeaux sont les grosses pierres qui tiennent le chemin de ronde. Et en fait, il suffirait qu'un pigeon se pose au mauvais endroit pour que ça tombe. Donc on va les prendre de vitesse et on doit démonter toute la maçonnerie haute de la tour. Donc d'abord étayer la charpente, démonter la maçonnerie, refaire la charpente, refaire la toiture de la première tour. Mais comme les deux tours sont reliées en continuité et que la deuxième menace moins mais n'est pas en meilleur état, l'année prochaine on fait le reste. Donc c'est la seconde tranche. C'est la seconde tranche. Donc première tranche, c'est pour Foot Patrimoine, on en a pour 350 000 €. La deuxième tranche, c'est 500 000 €. Vous voyez. Sur lesquels manque encore combien? Alors, parce que j'imagine que vous avez quand même un tout petit peu de subvention. Alors oui, on a commencé parce qu'on avait la subvention de la DRAC. Voilà. Donc il me manque la moitié. Voilà. Donc il vous manque encore une centaine de milliers d'euros. Il nous manque 190 000 €. 190 000 € pour cette année. Donc chers amis, soyez généreux. Oui. Et puis surtout, aidez-nous en fait à avoir de la réserve pour la suite. Parce que donc on a 8 tours. Donc là, non mais c'est vrai, on a fait une tour l'année dernière. Dont la toiture était ravagée. On est très content de l'avoir fait. On fait ça maintenant, on en fait une deuxième l'année prochaine, mais donc il y en a 8. Et les toitures sont tous dans des états plus ou moins bons. Et comme on n'a que des tours assez hautes, à chaque fois c'est un échafaudage en pied. En fait, c'est ça le coût des travaux. Donc c'était des échafaudages gigantesques et extrêmement chers. Surtout que c'est des tours que vous arrivez à habiter, donc j'imagine que vous n'avez pas envie d'avoir la pluie qui tombe sur vous ou vos enfants. Ou elles ne sont pas toutes habitées, mais elles sont
plus ou moins aménageable quoi, au bout d'un moment. Bon, alors donc on C'est espère. titanesque, on a l'impression de... Oui. Mais c'est Oui, formidable. parce qu'il y a les tours, mais il y a aussi les murs, parce qu'entre les tours, on a le rempart. Donc on a des je sais pas combien de centaines de mètres de murs, et bon, bah, c'est pareil, il faut... Et alors, est-ce que vous, aller dessus. parce que vous savez, il y a des modes, on leur approche, mais il y a des modes en matière de patrimoine. Et moi, j'ai l'impression que le Moyen-Âge, c'est un peu l'indémodable, c'est-à-dire ce qui plaît toujours. Ça plaît aux enfants, ça plaît aux vieilles personnes. Qu'est-ce que vous pensez finalement du fait d'habiter comme ça dans une maison un peu médiévale, un peu hors temps, alors que vous pourriez avoir une maison du XVIIIe siècle, comme il y en a, ou du XIXe siècle, comme il y en a beaucoup en Mayenne? Est-ce que vous voyez ça comme une charge, comme un bonheur, ou les deux? Je trouve ça très amusant, ça c'est vrai. C'est pas confortable, hein, on peut pas dire. C'est extraordinairement humide, sombre, froid. Au départ, ça me faisait peur. Maintenant, je suis très habituée. Mes enfants sont... Vous voyez l'amour du mari qui est ici. Mes enfants sont toujours un peu inquiets la nuit parce que comme les tours ne communiquent pas, donc pour aller d'une pièce à l'autre, il faut toujours sortir, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure du jour. Donc, avec le vent froid qui arrive par l'entrée du pont-levis. Donc, ça demande un peu d'habitude, mais non, c'est hors du temps. C'est beaucoup moins caractérisé. Enfin, évidemment, c'est médiéval, mais finalement, ce sont des formes tellement brutes, tellement simples que c'est contemporain aussi. On n'est pas, on n'est pas cantonné à une période de l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se permettre de faire ce qu'on a fait cet été avec le sport. C'est la modernité. Vous avez vu, chers amis de TV Liberté, comment le temps passe vite avec Cécilia de Montalembert dans sa visite de ce très beau château de Lassay, et que l'on peut donc retrouver sur Internet avec l'association des amis de Lassay. Oui, il y a aussi un site de l'association. Le site de l'association, donc le site Ulule Château de Lassay, pour vous aider à restaurer l'une de vos 8 tours d'abord, et donc on vous fera venir chaque année. Mais voilà. Merci beaucoup Cécilia de Montalembert. Merci Maxime Gabriel. Merci à Cécilia qui en plus vient pour sa première émission en plateau avec son sourire, sa bonne humeur, et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir d'avoir et sa force devant une tâche absolument titanesque. Chers amis de TV Liberté, à une prochaine émission de Perles de Culture. Bonjour amis de TV Liberté. Pour cette rubrique patrimoine, nous avons eu l'idée de mettre en valeur quelqu'un qui s'occupe du patrimoine d'un pays, c'est-à-dire de sa terre. Emmanuelle François, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice avec votre mari. On ne dit pas vous exploitez. On n'aime pas ce terme. Vous n'aimez pas ce terme. Vous avez alors comment dit-on, une ferme. Voilà. Et vous cultivez, voilà le bon mot. Vous cultivez alors des pommes de terre, des endives, des betteraves, du blé. Du blé dans le nord de. Dans la Somme. Dans la Somme. Non content de cette activité plutôt prenante, puisque vous avez aussi des enfants, vous avez pris la présidence des Journées paysannes. Ces journées paysannes, qu'est-ce que c'est que, quelles sont-elles, qu'est-ce que c'est que c'est? Et vous êtes, bien sûr, vous animez un journal qui s'appelle Le Lien. Mais parlez-nous d'abord des journées paysannes et comment vous êtes venu à cette association. Alors, les Journées paysannes, c'est une petite association qui regroupe des agriculteurs de toute la France, qui se sont réunis pour la première fois en 1992, je crois. Oui. Et le but, c'était d'essayer de présenter la vie d'agriculteurs à des curés de paroisse, voilà, qui sont là-bas et qui ne connaissent pas. Ah oui. Voilà. Qui sont en campagne et qui ne connaissent pas cette vie.
parce que c'est quand même une vie particulière. Ce qui prouve que le recrutement des prêtres est totalement différent, parce que il y a un siècle, les 3/4 des curés étaient des paysans. On n'avait pas besoin de leur expliquer ce que c'était que la terre. Oui. Bon. La réalité, c'est qu'en fait, apparemment, ça n'intéressait pas les curés. Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus, voire pas du tout. En revanche, beaucoup d'agriculteurs sont venus, se sont réunis, ont discuté et se sont trouvés heureux d'être ensemble. C'est bien. Voilà. Et c'est cette communauté de vie, de désir, de travail sur toute la France qui a fait naître l'association Journée Paysanne. Très bien. Ils ont voulu se réunir chaque année. Oui, la FNSEA ne leur suffisait pas. Ça n'a rien à voir. La FNSEA, c'est un mouvement syndical, voilà, pour des options politiques. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais notre mouvement se situe pas du tout sous cet angle-là. C'est un mouvement qui est d'abord un mouvement d'amitié, de relations. De spiritualité. De spiritualité, tout à fait. C'est un mouvement catholique. Un mouvement catholique. Voilà. Et alors, vous organisez des journées paysannes, c'est-à-dire des fêtes où vous vous retrouvez. Alors, il y a plusieurs formes. La forme nationale, c'est un week-end par an, qui se passe dans le centre de la France. Pour que tout le monde puisse... venir. Oui. Voilà. Donc, en voiture, on a chacun pour entre 4 et 5 heures. Oui. Voilà, sauf ceux qui habitent dans le centre. Et les journées régionales. Alors, les journées nationales, c'est un week-end avec une réflexion, un thème du week-end décliné sous plusieurs aspects. L'aspect agronomique, technique, l'aspect de vie sociale des corps intermédiaires, l'aspect de la philosophie, l'aspect de la théologie, la spiritualité. Très bien. Voilà. Après, à partir de ces journées nationales, se sont déclinées des journées régionales. Chacun a voulu créer son petit groupe. Ce qui est merveilleux. Voilà. C'est une merveilleuse idée, oui. Oui. Et donc, on a des journées régionales. Une fois par an, c'est sur une journée, avec en général 1 ou 2 intervenants sur le thème que chacun choisit. Alors, cette année, les journées nationales, c'est faite là en 2015, en février 2015, sur l'agriculture familiale. Et donc, les journées régionales qui ont suivi ont aussi pris le thème de l'agriculture familiale, qui semble vraiment essentiel aujourd'hui. Bien sûr, c'est le fond de la question. Et alors, vous avez aussi un organe de liaison qui est très joliment appelé le lien. Qu'est-ce que c'est que le lien? Alors, le lien, à l'origine, c'est une petite feuille de chou. Ah oui. C'est une petite page de rien du tout pour faire le lien. Pour donner les petites nouvelles, les petites annonces. Ouais. Et puis notre fondateur, donc Jean-Louis Leroux, qui est un vigneron, qui a toujours eu à cœur la question paysanne et qui l'a creusé beaucoup en lisant énormément. Et il a une grande connaissance même du patrimoine français. Il connaît tous les petits villages de France. C'est impressionnant. Vous lui dites que vous êtes allé à, je sais pas moi... à Chanteloup, enfin non, Chanteloup-les-Vignes on connaît, mais un petit village perdu, il sait vous dire où c'est. Oui. Donc il connaît vraiment le terroir très bien. Et donc depuis le début, il fait un petit éditorial, voilà, pour un peu donner son regard de sagesse sur l'agriculture, sur les thèmes du moment. Et donc ce journal s'est étoffé au fil du temps. Donc de 1 page, on est passé à 4 pages, à 4. Là. Et puis un vrai petit journal. Et puis voilà, maintenant, un vrai petit journal qui est passionnant parce que il est à la fois donc fait de spiritualité, mais aussi de littérature et de philosophie. Vous cité dans celui du printemps 2015, Gustave Thibon, qui explique bien ce que vous faites. Nous ne regardons pas vers ce qui fut, nous marchons vers ce qui demeure. Dans un monde épris de changement, de modernité et tout, ça fait du bien d'entendre ce Gustave Thibon. La terre, en effet, elle ne bouge pas. Oui. Elle ne change pas. C'est le rôle des agriculteurs. De maintenir ce qui demeure. Oui. Et de garder le jardin de la France. Voilà. Ouais.
Alors, et puis vous vous permettez, alors ça je ne sais pas si c'est vous, mais vous nous donnez des petits textes, alors des petits textes spirituels, très beaux, et puis des textes littéraires. Il y a un conte de Selma Lagerlof, un conte de Noël qui est bien joli. Henri Pourrat est souvent Henri Pourrat, bien sûr. Henri Pourrat qui a bien évidemment chanté la terre et la création comme personne. Oui, alors notre bulletin est saisonnier, on va dire. Oui. Voilà. Et donc, à chaque lien, on a un petit conte. Grâce à l'épouse de Monsieur Laureau, donc ah oui, c'est elle qui aime beaucoup les contes et qui nous en trouve à chaque fois un délicieux. Elle a raison, c'est très important le conte. Oui. Et d'ailleurs, beaucoup de lecteurs me disent, le conte c'est la première chose que je lis en ouvrant le lien. Ah oui, oui, beaucoup. Ah oui. Non, c'est vraiment une très jolie idée. Et puis, vous avez décidé de soutenir une manifestation très belle, très triste aussi, mais très belle, à Auray, de Jacques Geffredo. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette manifestation le 11 octobre? Alors, c'est une manifestation organisée par le diocèse et par Monseigneur Santène. Voilà. Jacques Geffredo en est l'initiateur. C'est lui qui a proposé l'idée. C'est lui qui a proposé l'idée. C'est un maraîcher qui a toujours... près d'Auray, ou à Auray même, voilà, qui a toujours eu à cœur ce drame des suicides dans l'agriculture. Voilà. Et apparemment, il a grandi avec ça. Il m'expliquait que son propre papa était lui-même bouleversé par le moindre, enfin par le moindre, on ne peut pas dire le moindre, mais par les suicides de gens qui l'entouraient, même s'il ne les connaissait pas. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est bouleversant. Et donc l'idée, il voulait absolument que... il me disait des choses très, très marquantes. Il me disait, vous savez, on parle beaucoup de telle personne qui est morte dans les Alpes en allant se promener, ou qui est morte en allant se baigner dans l'Atlantique, ou voilà. Oui. On parle beaucoup d'un crash d'Airbus. Oui. Les agriculteurs, c'est 3 crashs d'Airbus par an. Et personne n'en parle. Ils sont dans une solitude, dans une détresse que nul ne peut imaginer. Voilà. Et donc il a voulu faire quelque chose. Et donc il imaginait beaucoup de choses. Il voulait réveiller tous les médias et personne ne bougeait. Et jusqu'au jour où Monseigneur Santène a accepté cette idée de planter 400, alors ça va être 600 en réalité, 600 qui représentent 600 croix qui représentent tous les agriculteurs suicidés par an en France. Alors ça, un chiffre effrayant. Voilà. Donc le chiffre officiel, c'est 400 sur quelques années. C'est Jacques Geffredo lui-même qui m'a donné ce chiffre de 600, en lui-même refaisant des calculs. Oui. Parce que souvent les calculs sont pas forcément exacts du fait qu'on ne déclare pas tous les suicides comme des suicides. Bien sûr. Alors pour 1001 raisons. Oui. Parfois c'est en accident de travail, parfois, enfin voilà. Donc étant donné le nombre qu'il y en a chacun autour de nous, ça on connaît on peut arriver à des conclusions quand même assez précises. Assez précises, oui. Et alors c'est une installation qui sera temporaire, qui dure qu'une journée, 600 croix devant la basilique de Sainte-Anne-d'Auray. Mais ce qui va rester, c'est une stèle en l'honneur du paysan. Voilà. Yvon Nicolasic, celui à qui Sainte-Anne est apparue à Auray en 1624. Et qui était paysan. Et qui était paysan, puisque c'est en faisant passer sa charrue dans un champ qu'il a heurté une statue, qu'il a trouvé dans le sol d'une statue. Alors, c'est une belle idée aussi de laisser, de confier les paysans de France à Yvon Nicolasic. Il fallait y penser, c'était évident. Ben oui. C'était évident, mais ça n'avait pas été fait. Et en plus, dans ce lieu du mémorial d'Auray, de la guerre de 14. Qui est le mémorial de la guerre de 14. C'est ça. Oui, parce que beaucoup de paysans bretons sont morts dans les tranchées. Bien sûr.
et de paysans français en général. Bien sûr, Oui. bien sûr. Et il y a aussi beaucoup de paysans allemands. Mais Certes, bien sûr. l'Europe industrielle a envoyé se faire tuer ses paysans de préférence. Mais alors, c'est très émouvant comme manifestation. On a l'impression que la presse bretonne réagit bien et donne des informations. J'ai eu des articles, mais il faudrait que la presse nationale s'en occupe. Bien sûr. Et pour ça, je vous remercie de nous inviter ici. Non, Je crois que l'AFP a répercuté l'information. Oui. Après, quels sont les journaux qui en parleront Alors, soyons précis. Pour recevoir le lien, il faut tout simplement... Alors, allez sur Journée Paysanne. Le site journée-paysanne.com. Voilà. Voilà, et là, il y a un bulletin d'abonnement. Tout simplement. Et puis bon, un moment de sagesse, de spiritualité dans un monde si difficile et si exigeant et si dur pour tous ceux qui sont chaque matin seuls. C'est pour ça que promouvoir la famille paysanne est extrêmement important. Oui, beaucoup d'agriculteurs sont célibataires ou seuls. Parfois, la solitude peut se vivre même en famille, parce que la plupart des agriculteurs suicidés ne disent rien à personne. Souvent, ça arrive, personne n'a rien vu. Donc, ce qu'il faut promouvoir, c'est la famille, mais aussi l'expression en famille, l'amour du métier, que chacun comprenne l'importance de ce métier pour tout le monde, pour la France, parce que sans paysans, il n'y a plus de France, quoi. Il n'y a plus de jardin français. Mais ça, on a l'impression que nos élites et les citadins ne se rendent pas compte de ça. Ah non, ils sont complètement coupés. Ils sont complètement coupés, oui. Je me souviens que M. Leroy avait réuni une petite équipe pour aller parler au ministre de l'Agriculture. Oui. Et ils ont été reçus quelques minutes. Et en fait, la seule question qui leur a été posée, ça a été bon, qu'est-ce que vous voulez de moi? Alors, qu'est-ce qu'on voulait? Mais ce qu'ils voulaient, c'était exprimer des questions de fond, c'était parler de l'ensemble de la politique agricole. C'était pas une énième subvention. C'était pas du tout une énième subvention, ça n'avait rien à voir. Au contraire, les subventions, c'est la mort de l'agriculture, c'est la mort des agriculteurs. Oui. Vous pensez que les subventions ont annihilé en fait la liberté de l'agriculture? Ils ont annihilé, si ce n'est la liberté, au moins l'esprit d'entreprise. Ils les ont rendus... comment dire, on ne peut pas être fier de son travail quand on n'est pas autonome. Quand on n'est pas autonome, quand on n'est pas payé par le travail qu'on fait. Ouais. Et ça, c'est douloureux. Ouais. Et ça, c'est une cause d'humiliation, je pense, pour beaucoup. Ouais, il y a cette humiliation-là, et puis l'humiliation de l'administration, souvent. On a des descentes quasiment qui ressemblent à des descentes de police. C'est vraiment tyrannique. C'est tyrannique. Mon mari m'en a raconté une qu'il a subie lui-même. Oui. Mais ils sont arrivés et ils n'ont même pas dit bonjour. Oui. Et ils arrivent vraiment. L'image qu'il m'a donnée, c'est on avait l'impression d'une troupe de SS. Qui arrive... ou de staliniens. Voilà, ou de staliniens. Parce que l'agriculture contrôlée, c'est très soviétique. On doit planter ce que le parti a décidé de planter, ce que le plan quinquennal a décidé de planter. On doit marquer et tous les animaux qui sont dans la ferme. Il n'est pas question d'avoir un animal qui n'est pas bagué. Et il y a maintenant des surveillances d'avions ou par des surveillances pour bien vraiment scruter la vie quotidienne du paysan. C'est quand même espionner, c'est de l'espionnage. Oui. Donc on est dans un système là qui commence à devenir très totalitaire.
Merci beaucoup, Emmanuel François. Je terminerai par cette phrase de Pourra. Il y a un lien quasi religieux de nourrice à enfant entre la création et l'homme. Si ce lien est coupé, apparaît une menace vitale. Je crois que je vous remercie d'avoir cité ce texte de Pourra dans un livre qui s'appelle « L'homme à la bêche », parce qu'il dit toute l'importance de ce lien que nous devons avoir avec la Terre. Merci beaucoup d'être venu nous parler du lien. Et vous revenez quand vous voulez, Emmanuel François, nous évoquer votre vie d'agricultrice et tous les événements et annoncer les journées paysannes. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Emmanuel. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture.